Quelle peut être la politique RSE d'un géant du tabac? Faut-il continuer de vendre un produit certes légal mais dangereux pour la santé? Voilà les questions du Zoom de Smart Impact avec Natacha Pouget. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Senior Management Engagement Extérieur de Philip Morris France. Et pour commencer, je vais reprendre le titre d'un communiqué de presse que vous avez publié en septembre dernier. C'était à l'occasion du salon ProDurable. Concevoir un avenir sans fumée, nos avancées pour un monde sans cigarettes. Ça peut sembler paradoxal. Philip Morris qui s'engage pour un monde sans cigarettes. Effectivement, ça peut paraître paradoxal pour une entreprise qui produit des cigarettes depuis plus de 170 ans et qui annonce à la cantonade vouloir arrêter de vendre des cigarettes d'ici 10 à 15 ans. En fait, on peut le dire aujourd'hui parce qu'on a investi en science, en technologie, et grâce à nos avancées, nous apportons une preuve que des alternatives à risque réduit existent et vont pouvoir venir remplacer la cigarette. C'est-à-dire que vous avez déjà sur le marché des produits qui peuvent remplacer la cigarette. C'est pour ça que vous annoncez un monde sans cigarette ou un avenir sans fumée, c'est ça? Absolument. Ces alternatives sur lesquelles on a investi 7 milliards de dollars, donc c'est un effort très conséquent pour notre entreprise, apportent une solution à la cigarette, puisque maintenant, avec ces produits, il n'y a plus de combustion. Donc, c'est des dispositifs électroniques qui chauffent du tabac, et donc il n'y a plus les émanations de produits toxiques issus de la combustion de la cigarette traditionnelle. Et donc, vous préparez l'avenir. Est-ce que ce constat-là, je répète, parce que c'est tellement étonnant de la part de Philip Morris, concevoir un avenir sans fumée, nos avancées pour un monde sans cigarette, est-ce que finalement, ce n'est pas un constat lucide après des années de lobbying, des années de combats juridiques et beaucoup de procès perdus, notamment aux États-Unis? En fait, on a écouté la société civile, les parties prenantes. Qu'est-ce qu'elles nous demandent? Elles nous demandent d'adresser cette question de la santé publique et donc. Mais est-ce que c'est pas aussi une question presque de, alors je vais pas dire survie parce que voilà, on parle de tabac, mais d'avenir pour un groupe aussi important. On verra les chiffres clés du groupe Philip Morris au niveau mondial, c'est impressionnant. Est-ce que c'est pas une question d'avenir justement sous la pression des consommateurs de se dire si on ne fait pas ça, on disparaîtra? On a choisi de s'auto-disrupter, c'est-à-dire d'être acteur de ce changement plutôt que de le subir. Je voudrais vous donner une anecdote. Par exemple, notre siège opérationnel à Lausanne est situé dans les locaux de Kodak. Donc, c'est cette histoire d'autodisruption que nous, on porte plutôt que garder dans les tiroirs nos brevets. On en a 5800. On a décidé d'anticiper le mouvement et d'être les premiers en tant que leader à adresser cette question qui est fondamentale. Donc oui, on a pris ce chemin de l'autodisruption. Kodak, évidemment, la référence, c'est un grand groupe qui a disparu. Donc, voilà, les autres... Et qui avait pourtant les brevets pour le numérique, alors qu'ils étaient sur un modèle... Voilà. Donc réfléchir en interne et prendre le virage avant qu'on vous l'impose. Donc vous annoncez ce monde sans cigarettes. Mais alors, je vais être très honnête avec vous, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. En mai dernier, votre branche américaine, elle porte plainte contre l'administration Trump pour empêcher que les avertissements qu'on peut voir sur nos paquets de cigarettes soient inscrits sur les paquets de cigarettes aux États-Unis. Je ne vois pas la logique. Alors, je vais apporter une... C'est pas exactement les mêmes avertissements? Le groupe Philip Morris est présent dans le monde entier, sauf aux États-Unis. C'est Altria. Donc, il y a eu un spin-off en 2008. Donc, c'est plus vraiment vous? Donc, ça n'est pas Philip Morris International qui a mené cette action. Donc vous ne le feriez pas, ça? C'est une action qui est plus logique, qui n'est plus dans la logique de Philip Morris aujourd'hui? Aujourd'hui, Philip Morris milite pour une bonne information du fumeur. D'ailleurs, sur tout notre paquet de cigarettes figure le taux de goudron, le taux de nicotine. Et on veille vraiment à ce que nos produits ne soient pas accessibles aux mineurs. La quasi-totalité, vous parliez d'investissement, de brevets, la quasi-totalité de vos investissements, c'est dédié aujourd'hui à l'alternative? Oui, je vais vous donner un chiffre qui illustre parfaitement cette situation. C'est 98% de nos dépenses R&D qui sont consacrées à cette nouvelle catégorie de produits.
on a 2 centres de recherche, c'est 900 personnes qui sont dédiées quotidiennement à cette catégorie. Donc, la cigarette conventionnelle, dans notre déroulé vers l'avenir, on n'y travaille plus. Tous nos moyens sont alloués à cette nouvelle direction. Oui, alors vous étiez début septembre au salon ProDurable qui rassemble les entreprises responsables. C'était pas la première fois, vous y étiez déjà allé? C'était la deuxième fois. La deuxième fois. Est-ce qu'on continuait de vous regarder comme des extraterrestres en disant qu'est-ce qu'ils font là, Philippe Maurice? Vous avez raison, ça interpelle, ça surprend. Mais en fait, c'est le résultat d'une volonté d'être autour de la table. Et on considère que les entreprises, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles adressent avec honnêteté et engagement les questions qu'elles posent à la société, à l'environnement, elles ont toute la légitimité pour y être. Donc ce n'est pas une provocation, parce que c'est le titre qu'on a mis, Cigarité à ProDurable, provocation. C'est pas une provocation, en revanche, c'est une interpellation. C'est une interpellation en disant laissez-nous vous montrer ce que nous faisons, la direction que nous prenons, et puis aussi pour apprendre. Sur le salon, plus de 200 contacts ont été noués avec des PME, des startups. C'était très, très enrichissant pour une grande entreprise comme nous, qui n'a pas l'habitude de s'exposer de la sorte. Les chiffres clés de Philippe Maurice International. Chiffre d'affaires en 2019, près de 30 milliards de dollars, 29 milliards 800 millions de dollars, plus de 73 000 collaborateurs, plus de 33 000 fournisseurs et plus de 330 000 agriculteurs répartis dans 24 pays. Je trouve que c'est quand même important de donner ces chiffres parce que Philippe Maurice, c'est aussi ça. C'est aussi une filière, c'est aussi de l'emploi. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que c'est une marque, comme toutes les marques de cigarettiers, qui a l'habitude de se faire taper dessus et d'être critiquée, mais c'est aussi ça. Et c'est une entreprise qui a une empreinte locale très importante. Ces 335 000 agriculteurs sont répartis dans 24 pays. Des pays à bas revenus, on parle du Malawi, on parle du Pakistan, de l'Indonésie. Et donc, dans ces pays, on accompagne vraiment ces agriculteurs vers une transition écologique, faire que leurs pratiques au quotidien s'améliorent, donc en termes de pesticides, de consommation d'eau, de méthodes de rendement agricole. De conditions de travail aussi, parce que c'est aussi souvent une des questions qui est posée quand on fait travailler dans des pays à bas coût. C'est des pays à bas coût, avec des normes sociales qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc sur le terrain, nous avons une équipe de 2850 techniciens agricoles. Ça fait à peu près un tiers des effectifs de la FAO. C'est quand même une armée d'hommes et de femmes qui vont sur le terrain pour accompagner ces agriculteurs dans leurs pratiques opérationnelles. Mais comme vous le disiez, pour vérifier aussi que les droits humains sont bien respectés, à savoir avec les employés agricoles. Il y a une forme d'esclavage moderne qui peut s'effectuer dans ces exploitations. Donc on monitore au plus près, donc avec ces techniciens, mais aussi avec le soutien d'ONG locales. Est-ce que les nouveaux produits que vous mettez sur le marché et sur lesquels donc vous avez investi beaucoup de recherche et développement, est-ce qu'ils demandent autant de production de tabac ou est-ce que la filière va souffrir forcément de l'évolution ? Vous faites bien de soulever ce point parce que ces petites cartouches de tabac qui sont utilisées dans le nouveau dispositif électronique utilisent 40% de tabac en moins. Donc on voit bien la répercussion sur l'intégralité de la chaîne de valeur et donc sur les plus faibles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toute une filière qui prépare sa reconversion ? Donc là, on les accompagne très concrètement vers une transition agricole et de diversification souvent d'une monoculture. Donc on fait des tests, on les monitore. Après, pour les déployer à grande échelle, en ce moment, on travaille sur l'arachide, sur la culture du champignon, aussi sur l'apiculture. Au Malawi, il y a un test de mener. Et au Pakistan, par exemple, aujourd'hui, toutes nos exploitations agricoles avec lesquelles nous travaillons ont un potager d'autosuffisance. Voilà, vraiment pour nous c'est essentiel de ne pas les laisser sur le chemin et on a toujours besoin d'avoir
de l'approvisionnement de qualité. Donc, on ne peut pas laisser tomber cette filière. Ouais. On parle souvent ici de finances responsables et on va terminer sur cette thématique. Votre secteur fait souvent partie de ceux qui sont cités un peu comme proscrits, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous trouvez ça injuste ou est-ce que vous le comprenez? La bonne nouvelle, c'est que je pense que ça va changer. Vraiment? Oui, le 19 novembre, nous venons d'intégrer un indice financier américain, le Dow Jones Sustainability pour l'Amérique du Nord. Ouais. Donc, cela signifie qu'aujourd'hui, Philip Morris International est reconnu comme étant l'une des meilleures entreprises de son secteur en termes de pratiques RSE. Donc aujourd'hui, les investisseurs du monde entier ont ce label sous la main pour valider le fait que notre démarche est honnête et ambitieuse. Et donc, vous pensez réintégrer en quelque sorte les circuits financiers d'avenir, parce que c'est ce qui se développe le plus vite? En tout cas, maintenant, les investisseurs institutionnels devront se poser la question et pas seulement nous rejeter. Ouais. Ça sera un arbitrage. Bien entendu. Il reste 20 secondes. On ne faudra plus vous appeler cigarettier? J'aime bien cette question. Il faudra nous appeler entreprise en progrès. On va voir ça. Merci beaucoup. Merci Natacha Pouget. À bientôt sur Bismart.